L'altitude est relativement contre-intuitive et qu'en tant que guide de haute montagne ou en tant qu'amateur de haute altitude, on se retrouve toujours dans des expéditions ou toujours dans des voyages où le déroulé de l'expédition, le jour par jour, ne nous permet pas finalement de respecter ce qu'on a écouté avant de partir. Et on en oublie toutes les consignes qui paraissent pourtant extrêmement simples. Et quand on regarde des profils d'ascension ou des profils de trekking, le respect des 400 mètres d'altitude maximum entre deux nuits, elles sont jamais respectées. Si vous regardez des profils d'ascension en très haute altitude, que vous regardez l'établissement et l'altitude des différents camps, les camps ils sont plutôt séparés de 800 mètres de dénivelé, voire 1000 mètres de dénivelé. Donc je ne sais pas comment on fait pour respecter cette notion de maximum 400 mètres de dénivelé par jour, enfin, entre deux nuits. Et puis la deuxième chose, c'est que le temps nécessaire à l'acclimatation est long, à peu près 3 semaines pour que ça soit vraiment efficient. Quand on regarde un déroulé d'expédition, 3 semaines, la plupart du temps avec des clients, on est déjà sur le point de retour. Et la plupart du temps, on est super acclimaté quand on part. Donc c'est extrêmement frustrant, mais ça veut dire que pendant toute la durée de l'expédition, on a couru après l'acclimatation. Alors que ce soit les clients, que ce soit les guides également. Les seules expéditions où on arrive vraiment à respecter cette acclimatation, c'est sur ce qu'on appelle les grosses expéditions, sur les très hauts sommets, sur les gros 8000, parce qu'effectivement, les contraintes organisationnelles fait que généralement on part 1 mois et demi, 2 mois, et là on est à peu près acclimaté lorsque l'on tente le sommet ou lorsque l'on monte en très haute altitude. Et puis la dernière chose aussi que je trouve étonnant sur les expéditions, c'est qu'on est tout le temps en mal aigu des montagnes, toujours par le même procédé, parce que finalement, on commence la marche d'approche 3000-3500 mètres, on va marcher une dizaine de jours, on va être à 5000 mètres, donc dans tous ces jours-là, on est en phase d'acclimatation, on n'est pas acclimaté, donc on est en souffrance, on n'est pas bien. Et puis on se pose un peu au camp de base, 5000 mètres, 4500, 5000 mètres, donc on est super mal, puis au bout de quelques jours, on commence à être bien, ben là, hop, il faut déjà attaquer pour aller vers le camp supérieur, l'installation du camp 1, les premières nuits. Donc de nouveau, on va sortir de son confort de la première acclimatation, pour pouvoir s'acclimater, évidemment, pour la phase supérieure. Et là, il y a ce côté pyramidal de la course après l'acclimatation qui fait qu'une expédition, on est tout le temps en mal aigu des montagnes. Et je ne sais pas comment on traite ça. Et quand moi j'écoute de nouveau une causerie comme ce soir, je me dis qu'on est tout le temps à la rue. Enfin, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas partir. Mais c'est juste qu'on a tendance à nier cet inconfort que l'on ressent. En plus, on est dans ce projet d'expédition qui nous a demandé du temps, parfois beaucoup d'argent, une organisation sociale souvent compliquée à mettre en place pour pouvoir partir longtemps. Et une fois de plus, Marianne a raison, on a tendance à vouloir absolument nier tous ces symptômes. En plus, nous les guides, on a l'habitude de partir en montagne, de ne pas trop se préoccuper de ce phénomène-là. Et pourquoi tout d'un coup, alors qu'on est à l'étranger, qu'on est enfin dans ce projet qui nous tient à cœur, on serait troublé par ce problème, alors qu'on est rattrapé en permanence. Bon voilà, c'était juste un petit mot que je voulais dire. On va vous présenter quelques images de l'Everest que j'ai eu la chance de tourner avec Sophie là-haut, qui est quelque part par là, voilà, qui rentre juste d'une expé au Kanchenjunga. Le Kanchenjunga, c'est le 3e plus haut sommet de la planète. Un petit mot sur l'intention de ce film. J'ai rencontré Sophie sur les pentes d'un 8000 à Motibé, au Shishapangma, et pour sa première incursion en très haute altitude, elle a réussi ce sommet de plus de 8000 mètres, et puis quelques jours après, elle a réussi un autre sommet qui s'appelle le Shoyu, qui se trouve pas très loin, sur la frontière népalo-tibétaine. Et j'étais assez étonné de voir effectivement, pour quelqu'un qui était peu expérimenté, voire inexpérimenté à la très haute altitude, l'efficience qu'elle avait réussi à avoir sur ces 8000. Ça m'avait d'autant plus interrogé que moi j'avais complètement planté mon expé en parallèle à la sienne. On n'était pas monté très très haut avec nos clients, ça s'est pas très bien passé. Et puis quelques temps plus tard, de manière assez naturelle, elle m'a annoncé qu'elle partait à l'Everest. Bah, évidemment, quand les gens commencent à prendre goût à l'altitude, qu'ils ont réussi un premier puis un second en 8000, le désir d'Everest, qui est en nous tous, enfin ça c'est ma thèse, je pense tous qu'on a un désir d'Everest en nous, l'a rattrapée, et puis elle a décidé de tenter l'Everest. Et là je me suis dit, bah, tiens, si j'allais voir ce qui se passe à l'intérieur de ces grosses machines, des expéditions commerciales, le gros mot, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces expéditions organisées par des guides expérimentés et qui ont décidé de marchandiser ces hauts sommets, et où notre milieu, aussi bien professionnel que sportif, a tendance à décrier et à regarder avec une certaine condescendance. Parce que c'est pas un milieu de performeurs,
c'est un milieu où effectivement des guides, des Sherpas vont mettre leur expérience, leur savoir-faire à disposition d'amateurs, et des fois ces amateurs sont peu éclairés, et puis ils parviennent à monter à la cime de la plus haute montagne du monde. Donc j'ai demandé à Sophie si elle voulait bien m'accepter à ses côtés, et je suis parti comme un observateur participant. Je me suis inscrit à cette expédition, et j'ai formé un binôme avec elle, de manière, avec la caméra, de pouvoir capter ce quotidien d'une expédition à l'Everest guidée, comment ça se passe aujourd'hui. Et en particulier, je voulais voir quelles étaient les stratégies développées par les guides de haute montagne qui encadrent. Je voulais voir comment ils gèrent l'oxygène, puisque toutes ces expés sont avec de l'oxygène artificiel, avec l'usage de l'oxygène artificiel. Juste un petit rappel sur l'Everest. Il y a à peu près 8000 personnes qui ont réussi l'ascension du sommet de l'Everest depuis la première ascension, en 1953. Sur ces 8000 personnes, il y a moins de 150 sommiteurs qui se sont passés de l'usage de l'oxygène. C'est une proportion qui est intéressante, qui relativise quand même la difficulté de l'ascension de l'Everest. Donc là, évidemment, tous les clients utilisaient de l'oxygène. Donc voilà, je me suis inscrit à cette expédition et j'ai suivi Sophie pour raconter un petit peu comment ça se passe. Alors voilà, je vais juste vous montrer les dernières images, qui est la dernière phase de l'expédition, après une longue phase d'acclimatation, où l'on tente enfin de gravir le sommet. Ce qui a été le plus dur, c'est la nuit du sommet. Il fait extrêmement froid, il y a beaucoup de vent, et on est très vite bloqué par des cordées qui sont devant et qui n'ont pas forcément le même rythme. Et c'est cette attente dans le vent où on est coincé, où c'est juste interminable. Je suis omnibulé un peu par mes images parce que je suis là aussi pour filmer l'arrivée de Sophie et je sens que je ne suis pas à 100% de mes capacités. J'ai la caméra qui gèle, le rideau qui descend dans la caméra, que j'essaye de remonter avec le doigt. Mais bon, je fais au mieux. À un moment donné, je me dis... on s'en fout, on est à l'Everest, on y est, et puis on profite, on profite de ce moment. Le sommet, c'est cet amalgame entre cette souffrance et cette joie intense. Donc il y a des larmes, on pleure, on rit, on se tombe dans les bras, il y a des accolades, il y a des photos. Ça va très vite. J'avais jamais utilisé l'oxygène avant cette expédition donc dans l'équipe de Gary Gobler, et je me demandais bien comment ça fonctionnait. Sachant qu'effectivement, il y a des dérives sur l'utilisation de l'oxygène, mais on ne va pas commencer à parler des cas d'espèce et de la problématique de fixation sur l'Everest. Ce que j'ai trouvé intéressant dans la gestion de l'oxygène par les guides de l'expédition, c'est qu'ils travaillent d'abord sur toute une phase d'acclimatation qui est vraiment très très longue. Pendant plus d'un mois, on n'a pas entendu parler d'oxygène, on n'a pas vu une bouteille d'oxygène. On s'est acclimaté au camp de base, j'avais oublié de dire qu'on est côté tibétain là, donc on est côté nord de l'Everest. Donc on arrive au camp de base en camion, donc on n'est absolument pas acclimaté. Donc on se pose d'abord au camp de base pendant une dizaine de jours, donc on patiente réellement, et puis après on commence à monter sur les tas de cailloux qu'il y a derrière le camp de base. Et puis quand cette première phase d'acclimatation est estimée correcte pour tous les membres de l'expédition, on va s'installer au camp de base avancé qui est à 6500 mètres, et là, rebelote. On va rester de nouveau 12 jours. Donc c'est vraiment un travail de patience qui est imposé par les guides qui encadrent. Et puis au bout de cette dizaine de jours, on va commencer à faire les premières incursions en altitude. Donc on va monter, on va escalader un sommet de 7000 mètres, qui va être la première montée à 7000 mètres, redormir au camp de base avancé, et puis faire une incursion au col nord, 7000 mètres, redescendre au camp de base avancé, et puis enfin dormir au col nord, à plus de 7000 mètres. Et depuis le début de l'expédition, il s'est passé plus de 3 semaines, et on n'a toujours pas entendu parler d'oxygène. Et puis, après que ces nuits au col nord se sont bien passées pour tout le monde, on va faire une première incursion jusqu'à 7005, je ne sais plus à 7005, le camp. Et c'est seulement une fois qu'on a fait cette incursion à 7005 que les guides vont estimer, en fonction du comportement des clients, que tout le monde est acclimaté. Et effectivement, c'est pas mal, tout le monde a réussi plusieurs 7000 déjà dans cette expédition. On n'a pas encore tenté d'atteindre l'objectif, mais tout le monde a réussi plusieurs 7000, ce qui n'est pas négligeable. Et à ce moment-là, tout le monde redescend au camp de base, 5000 mètres, pour attendre la fameuse fenêtre météo.
Quand la fameuse fenêtre météo est là, on repart de nouveau vers le camp de base avancé, de nouveau 2 jours pour atteindre les 6500 mètres, donc on ne bourrine vraiment pas. Et là, pour la première fois, Carrie Kobler, le chef d'expé, va réunir tout le monde dans la petite tente messe et on va avoir une leçon sur l'usage de l'oxygène artificiel. Mais ça fait plus d'1 mois qu'on est sur la montagne. Et puis c'est seulement quand on va redormir au col nord à 7000 mètres pour tenter enfin le sommet, que c'est après cette nuit au col nord qu'on va avoir, entre guillemets, l'autorisation de se mettre sous oxygène. Mais au préalable, on est déjà monté beaucoup plus haut. Donc ça veut dire que ces guides ont une grande préoccupation de l'acclimatation et vont dépenser beaucoup de temps et d'énergie pour que chaque membre de l'expédition soit acclimaté à la haute altitude, entre guillemets. Et finalement, quand on tente le sommet, on est déjà tous montés à 7500 mètres. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant dans, on va dire, la stratégie d'ascension qui est imposée aux membres du groupe. Et après, à partir du moment où on est sous oxygène, c'est bien de mettre sous oxygène, on a l'impression d'être sous dialyse un peu. En tout cas, à partir du moment où on est sous oxygène, on va dire que c'est au libre arbitre de chaque membre de l'expédition de savoir s'il a envie d'être continuellement sous oxygène, d'être à relativement fort débit ou faible débit, parce que ça c'est quelque chose dont on ne parle pas, mais en fait l'apport d'oxygène, c'est de l'oxygène compressé qui va venir se mélanger à l'air qu'on inspire de l'extérieur, et on peut régler le débit. Et bien évidemment de grimper avec un débit de 1 litre d'oxygène par minute qui va se rajouter à votre air que vous respirez, ou de se mettre au maximum, c'est-à-dire à 6 litres par minute, les effets ne sont pas du tout les mêmes, bien évidemment. C'est pour ça que Carrie, dans la première partie du film, il plaisante avec ça, il explique que les meilleurs membres de l'expédition n'auront droit qu'à 1 litre d'oxygène par minute, alors que les mauvais auront droit à 6 litres par minute. Donc évidemment, il tourne un petit peu l'utilisation de l'oxygène en dérision. Et ta question, elle est intéressante parce que moi, je pense que j'avais un peu cette prévention vis-à-vis de l'oxygène. Enfin, j'étais un peu gêné sur l'usage de l'oxygène, comme on l'est tous un peu dans notre milieu d'alpiniste. Et quand on est arrivé au 2e camp au-dessus du col nord, qu'est-ce qu'on a fait avec Sophie? On a tout débranché et puis on a passé la nuit sans oxygène, parce que bien évidemment, nous, on est capable de se passer de l'oxygène, on va quand même pas prendre de l'oxygène pour dormir. Qu'est-ce qui s'est passé? On a passé la nuit la plus horrible de l'expé. Sophie, elle a fait un bad trip, c'est ce qu'on voit dans le film, et puis on n'est pas très bien au réveil. Mais effectivement, nous, on avait un peu du mal à se mettre sous oxygène en permanence. Alors là, ça retouche un peu une question philosophique, parce que finalement, si on prend de l'oxygène, on prend de l'oxygène, qu'on en prenne tout le temps, un petit peu, moyennement, le résultat, il est à peu près le même. Mais là, on a tous un petit peu notre passé dans la tête, et on a du mal par moment à bien se réguler par rapport à cet usage. Et on voit au camp 8003, dans cette petite séquence juste avant de partir, on n'a pas les masques à oxygène et on est très bien au repos sans oxygène. Je ne sais pas si j'ai répondu. Et sur la dernière partie, au sommet, vous aurez pu enlever les masques par exemple? Alors au sommet, la plupart enlèvent les masques. Et d'ailleurs, si on regarde les photos sur les web ou sur le magazine, il y a cette petite coquetterie des Himalayistes qui atteignent le sommet de l'Everest. Tu les vois rarement avec les masques. Les masques, ils sont un peu tombés, voire ils sont un peu tombés à l'intérieur de la veste enduvée. Et c'est assez étonnant. Mais moi, j'ai même pas pensé à l'enlever. Alors moi, j'étais complètement obsédé par mon film. J'ai même pas pensé, et c'est un gros regret, j'aurais voulu respirer cet oxygène rare, mythique, pour pouvoir en parler, et j'ai même pas pensé. Mais la plupart enlèvent le masque le temps de faire les photos, les embrassades, et avant de repartir vers le bas.